Je n'attends pas que l'autre soit immédiatement dans ce que je voudrais qu'il soit. De la même manière qu'un enfant, il va falloir du temps. De la même manière, l'autre, je dois prendre le temps de l'accepter. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Je remercie encore Avram de me donner la possibilité d'être ici, parce que c'est un privilège de pouvoir venir et partager, échanger. Et je tiens encore à le féliciter avec son épouse pour ce travail exceptionnel qui est fait ici. Et je leur souhaite en tout cas de pouvoir continuer, non pas juste à développer, mais être source d'inspiration pour d'autres lieux, dans d'autres endroits, à travers le modèle qui sont mis en place. Comme ça, au moins, je suis sûr que tu me refais venir une deuxième fois. Alors, ce soir, on va essayer, tout à l'heure, je proposais à une des personnes que je croisais dans les escaliers de réfléchir sur l'impact qu'a eu la culture du houblon sur les Juifs d'Alsace au XVIIe siècle. Elle trouvait que le sujet était intéressant, mais peut-être qu'il faudrait parler d'autre chose. Donc on va essayer, si vous le voulez bien, ensemble, d'aborder le sujet pour lequel vous êtes venus ce soir, c'est-à-dire réfléchir ensemble, peut-être pour la énième fois, d'ailleurs pour certains, sur le regard que la Torah nous propose sur la construction de la famille. Alors, évidemment, la difficulté que l'on pourrait avoir lorsqu'on aborde un sujet de ce type, ça serait de rentrer dans des lieux communs. Vous savez, cette phrase toute faite, qui sont là, que l'on a entendu répéter un petit peu partout, et qui serait comme une forme de recette à appliquer pour construire une vie de famille, ce qui est au passage une sinécure, ce qui est au passage du domaine de l'impossible. Si vous le voulez, on va essayer ensemble d'aller explorer des textes. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on aborde une problématique de vie, quelle qu'elle soit, on a besoin de s'interroger, mais quelle est la référence autour de laquelle on va construire notre réflexion. On a tous besoin d'un point de référence. La question est de savoir quelle est notre référence. Aujourd'hui, dans les sociétés qui sont les nôtres, les références sont avant tout ce que l'on a pu même plus lire mais voir. J'appartiens à la génération dans laquelle nos références auraient pu être les différentes lectures que l'on a pu avoir et qui nous ont proposé un certain regard sur la vie, sur le couple, sur l'amour. Relisons Stendhal, relisons un petit peu tous ces auteurs du XIXe siècle avec leur vision très romantique de l'amour, un univers dans lequel, l'individu va rechercher quelque chose qui serait du domaine du quasi-impossible. Et puis, nos sociétés. Les films qu'on a pu voir et qui, qu'on le veuille ou pas, ont imprimé à l'intérieur de nous une certaine vision de ce qu'allait être l'amour, le couple et la famille. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Sur la route de Madison, film très intéressant, dans lequel, entre autres, un des messages qui passe, c'est la puissance de la passion qui semblerait être véritablement le but à atteindre. C'est très beau. Et lorsque l'on est, j'ai envie de dire, gorgé d'images, au bout d'un moment, celles-ci peuvent devenir notre référence. Il y a des phénomènes très intéressants qui se passent actuellement dans nos sociétés, dans lesquels on se recentre de plus en plus sur soi-même. Ma vie, mon bonheur, mon bien-être, et quelque part l'autre a peut-être été pendant un moment un compagnon de route, mais à un moment, ce qui m'intéresse, c'est moi. Et sur les dommages collatéraux éventuels, il y a des psys qui sont là pour cela, et on apprend dans sa tête à les relativiser pour se sentir moins coupable. Je ne suis que dans une description, et d'aucune manière une quelconque forme de jugement. Ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui dans quel monde nous évoluons,
et qu'est-ce qu'il a construit à l'intérieur de nous comme vision de ce que c'était la famille, le couple et l'amour, et se dire est-ce que nous allons être des copier-coller de ce qu'on nous a proposé, ou est-ce que nous sommes prêts à nous interroger sur la manière dont on va voir nous ce que cela veut dire, et peut-être à travers une référence qui s'appelle une référence Torah. Je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que malheureusement pour bon nombre de juifs, la Torah est avant tout vécue comme étant une somme d'enseignements, mais qui serait parfois un petit peu déconnectée de la réalité. Une démarche de religion qui serait une somme de rituels que l'on garde par fidélité à un passé, parfois parce que nous sommes dans une certaine forme d'anxiété, de peur, ou parce que les notions de culpabilité sont trop présentes encore chez nous pour pouvoir nous en arracher. Ce qui serait pas mal, mais un petit peu dommage, de s'inscrire dans un quotidien dans lequel le religieux serait présent, mais parce que nous n'avons peut-être pas encore rencontré le bon psy qui nous aiderait à nous extraire de nos peurs et de nos sentiments de culpabilité. Ou alors c'est autre chose. Et c'est cette autre chose que j'ai envie de partager avec vous. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres. Et lorsque vous avez un maître ou des maîtres, à ce moment-là, vous découvrez ce que veut dire véritablement une référence. La Torah est là pour nous parler de tout et nous proposer un certain regard sur la vie. À partir de cela, nous sommes confrontés à notre libre arbitre et à notre choix. Ai-je envie de m'inscrire dans ce qu'elle me propose ou non? C'est ça mon espace de liberté. Et j'ai presque envie de dire que le lieu de la liberté par excellence, c'est paradoxalement l'univers de la Torah. Parce que lorsque vous n'êtes pas à l'écoute de sa parole, les conséquences ne sont pas immédiatement visibles, donc vous êtes libre. Ce qui n'est pas le cas dans le monde de la nature. Si ce soir, après cet excellent repas, on vous resserre encore et encore de la nourriture, Dame Nature vous rappellera au milieu de la nuit qu'à un moment, il y a des choses que l'on ne peut pas dépasser. Là, je ne suis pas libre, parce que même si j'ai le désir d'eux, la nature me rappelle à son bon souvenir. Dans le monde de la spiritualité, je peux m'inscrire en faux par rapport au message que la Torah me propose. Le ciel ne tombera jamais sur la tête de celui qui a mangé un jambon beurre le jour de Kippour. Donc il est libre. Et donc, son choix est l'expression d'une décision et non pas d'un désir de résultat ou de la peur d'une conséquence. Je vous invite à y réfléchir parce que c'est au fond de cette manière qu'on s'approprie son histoire. Ça prend du temps, ça passe par l'étude, ça passe par la découverte de la génialité de cette Torah. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va pénétrer les textes ensemble et on va voir vers quoi ils nous ouvrent. Vous savez, lorsque vous lisez le texte, eh bien parfois vous êtes là en train de vous dire mais qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'on me raconte? C'est quoi cette histoire? Et c'est comme dans tout et comme dans votre couple, à chacune et à chacun d'entre vous et dans le mien aussi évidemment, vous avez deux options. Option basse, option haute. Option basse, c'est du n'importe quoi. Option haute, on est peut-être en train de me dire quelque chose. De la même manière que lorsque notre conjoint et pas conjoint pour certains, lorsque notre conjoint est là et exprime une colère. Option basse, qu'est-ce qu'il m'énerve? Option haute, qu'est-ce qu'il est en train de me dire que je ne peux pas entendre autrement? J'ai choisi l'option haute dans la lecture des textes, car c'est pas parce que ça fait 3000 ans qu'on se promène avec, il faut croire qu'on est en train de nous dire quelque chose. Et on va démarrer. On va démarrer ensemble très simplement sur la base du premier couple. Vous savez, ce premier couple le plus heureux du monde, pourquoi? Parce que Adam a eu deux chances incroyables qu'aucune autre personne n'a eu avant lui. Un, il n'avait pas le choix, il n'y en avait qu'une. Deux, il n'a jamais eu de belle-mère. C'était parfait. Donc, ce premier couple génial, on a Adam et Ève. On a l'humain au masculin et au féminin. C'est quoi le préambule? Si vous regardez le texte, il est curieux. Vaïvra, Dieu a créé l'individu, Zachar ou Nekeva Baraoutam. Dit le texte, il les a créés masculin et féminin. Un être humain qui est masculin et féminin. Et dans un second temps,
Le masculin va émerger en tant qu'homme et le féminin va émerger en tant que femme. Traduit de manière différente, dans le monde qui est le nôtre, est inscrit chez le masculin une dimension de féminin, mais qui n'est pas émergente, et dans l'autre sens aussi. Traduit d'une autre manière, si je ne possède pas une forme de féminité à l'intérieur de moi-même, et on sait très bien qu'au niveau de la médecine, c'est comme ça que ça se passe, je ne pourrai pas véritablement construire une histoire de couple. J'ai besoin d'avoir à l'intérieur de moi une dimension de masculinité si je suis femme, et de féminin si je suis homme, pour pouvoir appréhender l'autre. C'est intéressant de voir que ce que l'on va découvrir par la suite dans le monde de la science est déjà inscrit dans le texte. Alors on a le masculin au féminin, mais pourquoi le féminin émerge en tant que femme? Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est le Rezer Konegdo, je vais faire pour lui, Rezer, une aide Konegdo contre lui. Drôle de terme pour désigner le conjoint. Vous savez que dans la Torah, enfin surtout chez nous, chez les Juifs, il y a un grand principe. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? D'accord? On connaît le principe. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Dans certaines contrées, on appelle ça shra. D'accord? Même moi, l'ashkénaze de service, je suis au courant, donc vous imaginez. Pourquoi le texte a besoin de te dire une aide contre lui? Mais il y a un texte du Talmud qui est encore plus surprenant. Le texte du Talmud nous dit qu'avant que le féminin devienne femme, le masculin qui est homme va d'abord chercher dans le monde animal sa conjointe. C'est quand même curieux. Et le texte nous dit que lorsque l'homme a fini de regarder le monde animal, eh bien il réalise que ce n'est pas là qu'il trouvera sa compagne. Serait-ce à dire que Adam serait allé voir du côté des flamants roses si éventuellement il pouvait trouver une relation de conjugalité? Il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a évidemment plusieurs lectures. Je veux partager avec vous juste une de ces lectures. Elles sont multiples, mais sinon ça ferait l'objet d'un cours beaucoup plus long. Et ce n'est pas un effet de manche, hein. C'est ça l'étude. La relation entre l'humain et l'animal est structurellement verticale. L'humain et l'animal sont dans une relation de verticalité absolue et définitive. Dans l'univers, vous avez le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, c'est-à-dire l'être humain. Le minéral a ceci de particulier, c'est qu'il existe, il ne se reproduit pas, il n'est pas en mouvement. Le végétal se reproduit mais n'est pas en mouvement, l'animal se reproduit est en mouvement, et l'humain devient le parlant, c'est-à-dire celui qui dispose non pas juste d'un vecteur de communication de nécessité comme ça peut exister dans le monde animal, mais d'une parole qui exprime une conscience, une réflexion et surtout la capacité de s'interroger. Ça, c'est l'humain. L'humain et l'animal ont une relation de verticalité absolue. Avant de rencontrer son conjoint, l'homme a besoin de savoir que la relation au féminin ne sera pas verticale, mais elle sera horizontale. Pourquoi? Parce que par la suite, la responsabilité économique qu'il aura risque de l'amener à penser qu'il y a une dimension de domination à avoir vis-à-vis du féminin, parce que ce féminin dépendrait de lui. La Torah, en amont de la construction du couple, rappelle quelque chose de fondamental, que la relation qui existera sera horizontale, point. Il y aura un vrai face-à-face, avec des responsabilités différentes, mais qui ne donneront aucun droit. L'échec de nos sociétés, c'est lorsque le masculin a pensé que sa responsabilité économique lui donnait des droits. À ce moment-là, le féminin se réveille et dit « c'est bon, on va gérer tout seul. Et même les bébés, on n'aura peut-être plus besoin de vous. » Et la réponse est géniale. Quelque part, c'est au fond remettre l'échec d'une société qui a oublié les prémices même de ce qui construit un système, c'est-à-dire une horizontalité relationnelle. Et ça, il ne faut pas oublier que nous sommes malheureusement dans un monde dans lequel, pendant des siècles,
le féminin n'a pas eu cette place qu'elle aurait dû avoir dans la relation, ce qui l'a amené, et à juste titre, à décider de prendre une place pour rappeler au masculin que la relation doit être horizontale. Et ça, je crois que c'est important parce que on n'en prend peut-être pas suffisamment la mesure. Aujourd'hui, lorsque l'on parle, et ce n'est pas le sujet de ce soir, du féminisme, on ne s'interroge pas sur ce qui est à l'origine. On ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme trouve cette nécessité de mettre en place un autre système pour quelque part continuer à d'abord survivre et puis après à vivre. Ça, c'est déjà un premier point. Ce qui évidemment va être fondateur dans la relation du couple. Ça veut dire que même si j'arrive avec la vision que la femme sera celle qui aura des responsabilités colossales, c'est-à-dire de construire une famille, mais qui dans nos sociétés n'est pas vécu comme étant quelque chose de valorisant car ça ne rapporte rien, si c'est quelque chose que l'on inscrit clairement, le couple pourra exister parce que la dimension horizontale sera quelque chose qui fera partie de la base même de sa construction. Et ce texte donc du Talmud, qui au début peut nous paraître un petit peu surprenant, qui a encore beaucoup d'autres lectures qui sont passionnantes sur cette rencontre avec le monde animal, qu'est-ce qui s'est passé, mais déjà une première lecture est là pour nous poser les bases de ce qui doit être le regard que l'on va se porter l'un l'autre en amont même de la construction. C'est-à-dire que quand, pour le masculin, pardonnez-moi cette expression qui est peut-être pas très élégante, mais quand le masculin voit le féminin comme étant une forme de shawarma sur deux pattes, à consommer, avec une forme de validation des pères, qui voient dans les qualités de chasseurs de leur fils l'expression, une forme de virilité qui renaît chez eux, pardonnez-moi, c'est pathétique. Mais au-delà de la dimension pathétique, et ce n'est même pas une dimension religieuse, qu'est-ce que ça va construire comme regard sur celle avec laquelle tu vas construire une famille? Quand la Torah nous demande d'être dans cette vigilance, dans le regard que l'on se porte, en amont même du mariage, c'est parce qu'on ne peut pas à un moment switcher totalement dans le regard que l'on porte sur l'autre si pendant des années on a vu dans cet autre un objet à consommer. Et que la plupart du temps, la définition de l'amour, c'était avant tout « j'aime en toi ce que je vais pouvoir prendre ». D'ailleurs, si tu ne me le donnes pas, les mots d'amour disparaissent. Quelque part, aimer l'autre comme on aime un morceau de poisson, en le consommant, n'est peut-être pas nécessairement ce qui va nous construire dans le regard qu'on doit mettre en place sur le couple. Il faut bien comprendre que la notion que la Torah veut développer, c'est pas juste une forme de limitation, en un mot bien sûr, de l'être, puisque tout ce qui est du domaine de l'intime est capital, c'est fondateur. Pour la Torah, c'est un élément qui ne peut être mis de côté dans une relation de couple, mais dans une relation dans laquelle on donne du sens, dans une relation dans laquelle on construit, dans une relation dans laquelle le dialogue des corps, des cœurs et des âmes se retrouve présent au même moment. À partir de là, on va essayer, si vous le voulez bien, de voir le texte « Ezer Konegdo », une aide contre lui. Serait-ce à dire que l'autre est une aide? Ça veut dire quoi? Alors, vous savez qu'en hébreu, il y a des choses qui sont géniales. La langue hébraïque, c'est quand même la langue avec laquelle l'univers a été créé. Les lettres de l'alphabet hébraïque, et c'est ce que l'on voit dans l'univers de la mystique juive, sont un petit peu les briques avec lesquelles l'univers a été construit. C'est un petit peu l'ADN de l'univers. Et ça serait encore un autre sujet. En tout cas, le mot en hébreu est constitué de lettres. Avec ces lettres, vous pouvez construire d'autres mots. Traduction. Lorsque vous avez un mot, généralement en hébreu, on est dans des racines trilitères. Il y a généralement 3 lettres. Ces 3 lettres, vous pouvez les organiser autrement et faire un autre mot qui va vous permettre de mieux comprendre le sens de ce premier mot. Donc, Ezer, une aide. Avec les 3 lettres du mot Ezer, vous faites un autre mot. Et c'est quoi ce mot? Zera, qui veut dire une semence.
Aïn, Zaïn, Resh, Zaïn, Resh, Aïn. Ce sont les mêmes lettres, mais organisées autrement. Comme l'hébreu est une langue consonantique, donc on n'a pas de problème de voyelle, on voyellise comme on le désire. Zera, une semence. L'autre qui va m'aider, c'est une semence. C'est quoi une semence? C'est un monde des possibles. Une semence est un monde des possibles, mais qui ne pourra exprimer ce qu'elle doit être que dans la mesure où j'ai pris le temps d'identifier sa spécificité et que dans la mesure où je lui donne ce dont elle a besoin, elle. Traduit de manière différente. Ton conjoint, c'est un homme. Ton conjoint, c'est une femme. Parce que deux semences vues de l'extérieur se ressemblent. Mais on ne s'occupe pas de la même manière d'une semence de blé, d'une semence de rose, d'une semence de cactus, d'une semence de ce que tu veux. Oui, en effet, ça a l'air d'être tout petit. Ça se ressemble. Prends le temps d'examiner la particularité de l'autre et donne-lui ce dont il a besoin pour pouvoir véritablement devenir ce qu'il peut être. Ce qui est au passage le point de départ de ce qui sera une démarche de construction au niveau de l'éducation. Parce que si on s'est habitué dans le couple à essayer de voir la singularité, la spécificité de l'autre, c'est-à-dire que cet autre, au-delà du fait qu'il est unique, provient d'une histoire, avec son vécu, avec ses manques, avec ses peurs, avec ses traumas, avec ses joies, avec ses exemples, avec ses modèles. Et donc évidemment, je vais devoir tenir compte de la totalité de ces éléments dans la manière dont je vais m'investir. Alors, on apprendra à travers cela déjà à construire la même chose au niveau de nos enfants. Parce que chaque enfant, c'est un monde des possibles. Seulement si on n'identifie pas ce qu'est l'enfant dans sa dimension particulière, on risque de ne pas lui permettre de devenir ce qu'il peut être. Or, l'enjeu numéro 1 dans un couple, c'est quoi? C'est de développer quelque chose qui s'appelle de l'amour. Mais c'est quoi l'amour? La Torah me demande d'aimer Dieu. La Torah ne me demande pas d'aimer mes parents, elle demande de les respecter. Ça veut dire quoi? Comment je peux te dire aime Dieu? Dit Maïmonide, parce que si tu es d'accord que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour créer ton histoire, alors tu l'aimes. Ce qui veut dire que pour la tradition juive, aimer, c'est vouloir épanouir l'autre. Aimer, c'est donner à l'autre les moyens de s'épanouir. C'est au passage la raison pour laquelle la Torah ne m'oblige pas à aimer mes parents. Parce que quand les parents n'ont vu en nous que la projection de leurs désirs, qu'ils n'ont vu en nous que le désir d'exister à travers ce que l'on allait être, pour pouvoir mieux nourrir leurs besoins narcissiques, quelque part, on les respecte parce qu'ils nous ont donné la vie, nous ont donné à manger, mais si on est là que comme étant une forme d'étendard de leur réussite à travers ce que l'on est, on n'est peut-être pas devenu ce qu'on aurait dû être. Tu seras rabbin mon fils, tu seras avocate ma fille, c'est le même principe. La Torah me demande de les respecter, parce que malheureusement, parfois, pas toujours, les parents voient en nous la projection de leur histoire ou la réalisation de ce qu'ils n'ont pu être. Ils nous demandent d'exister pour faire exister ce qu'ils auraient rêvé être. C'est pas simple, hein? La Torah te dit, ça existe, mais le respect doit être. Aimer. Je ne parle pas de l'amour émotionnel, le filial, parce qu'il y a un lien. Mais aimer dans la définition de la Torah, c'est difficile. La Torah me dit que dans un couple, il faut qu'il y ait de l'amour. Ça veut dire qu'il faut que mon souci, ça soit comment je donne à l'autre les moyens de s'épanouir. On se sent aimé lorsque l'on perçoit que c'est ça le souci qu'a mon conjoint. Mais ça commence d'abord par une réflexion sur ce que je suis et la découverte de ce dont j'ai besoin à travers la capacité à construire un lien de parole à l'intérieur du couple. C'est-à-dire de créer un univers dans lequel je peux parler parce que je sais que tu vas être à mon écoute. Vous voyez, on avance très très lentement. Évidemment, sur le couple et la famille, c'est pas qu'un cours qu'il faut, mais beaucoup d'autres choses. Ce que je veux faire avec vous ce soir, c'est ce que je vous ai dit au début, je vais ouvrir quelques portes. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit en introduction, pour montrer que notre référence Torah a des choses à nous dire, qu'il faut aller l'explorer, il faut aller la découvrir, et elle est là pour permettre à l'individu de construire quelque chose qui lui permette de se sentir épanoui. Donc je reviens. Rézer, une aide. Zera.
Mon mari, ma femme, c'est un monde des possibles. Je n'attends pas que l'autre soit immédiatement dans ce que je voudrais qu'il soit. De la même manière qu'un enfant, il va falloir du temps. De la même manière, l'autre, je dois prendre le temps de l'accepter, de le découvrir et de savoir que j'ai la possibilité de lui donner cette grandeur parce que justement je suis en face de lui ou d'elle. À partir de là, on va analyser, si vous le voulez, le second terme. Quelqu'un pourrait me dire, mais Élie, t'es un gâcheur. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce qu'à travers la notion que je suis en train de partager avec vous, il faudrait que je la développe beaucoup plus. C'est vrai. D'abord, je ne sais pas trop faire. Et au-delà de ça, j'ai envie de faire, et je le fais, ce pari de votre intelligence, qui est capable de prendre la base d'une réflexion pour la développer ensemble. Second point, Konegdo, contre lui. Alors, c'est pas Konegdo contre lui, tout contre, qui est quand même beaucoup plus sympa. Parce que Koneged, ça veut dire contre lui, mais dans le sens du fight. Negdo, neged, contre, dans l'opposition. C'est encore bizarre. Une aide, Konegdo, dans la dimension de l'opposition. Ça veut dire quoi ? C'est comme ça que tu me décris le conjoint ? Peut-être. Réserve parce que Konegdo. Une aide, parce que justement se confrontant à moi et me renvoyant l'image de ce que je suis réellement. Parce que ce n'est que dans l'intimité du couple que l'on sait véritablement qui on a en face. Je suis en représentation, clairement. Pourquoi ? Parce que vous me regardez. Parce que j'ai besoin d'avoir un regard positif de votre part. On est tous en représentation. Alors parfois, il y a une forme de résonance entre ce que nous sommes réellement et ce que nous présentons de nous-mêmes, et tout le but, c'est justement de réduire le delta entre ce que l'on propose de soi et ce que l'on est réellement. C'est ça tout l'enjeu de la vie. Réduire le delta qui existe entre les convictions qui nous habitent et la manière dont on les vit au quotidien. C'est la première chose qu'on demande au passage, c'est juste une parenthèse, j'adore ça. Dans la prière, la première chose qu'on demande à Dieu, Atachonen Adam Dat, tu nous donnes Da'at. Da'at, ça veut dire, certains disent l'intelligence, c'est pas ça. Da'at, c'est la capacité de réduire le delta qui existe entre les convictions qui sont les nôtres et la manière dont on les vit au quotidien. C'est ça qu'on demande, parce que c'est ça tout l'enjeu de notre vie. Nos convictions sont là, mais entre ce qu'elles sont et la manière de les vivre, il y a un chemin à faire. C'est notre chemin de vie à toutes et à tous. Ce qui est sûr, c'est quoi ? C'est que Konegdo contre lui, dans cette opposition. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Au fond, c'est dans la confrontation que je vais avoir avec l'autre que je vais véritablement pouvoir découvrir qui je suis. Parce que ce n'est qu'à l'intérieur du couple que l'on révèle réellement ce que l'on est. On le fait tous. Et à partir de là, c'est génial. Pour quelqu'un, pour qui la vie, c'est construire de lui une version améliorée. Évidemment, si pour nous la vie, c'est juste être ce que l'on a envie d'être, mais ne pas développer, alors les choses ne seront pas du tout les mêmes. Parce que quand l'autre me révèle que celui que l'on pense être très ouvert, très gentil, parce que dans les sociétés il vaut mieux l'être, dans sa réalité il ne l'est pas encore, de celui qui est capable dans une réunion de travail de dire « écoutez, on se pose, on réfléchit, on ne va pas s'énerver, c'est ridicule », mais qu'à la maison, dès que quelque chose le dérange, explose, on est en train de lui rappeler qui il est réellement. Mais c'est génial, parce que là il va pouvoir grandir. Le couple, la famille, c'est un lieu de grandeur. C'est un lieu dans lequel on me révèle ce que je suis, parce que je ne suis plus en représentation. Et c'est là où ça devient génial, parce que je découvre où je vais pouvoir développer des zones de progression. Pourquoi ? Parce que c'est ça le projet de la vie. L'être humain a deux caractéristiques uniques. La première, c'est qu'il est capable, comme on l'a vu, de s'interroger. Un homme, pas dans le sens du masculin, mais l'homme, l'humain, se dit en hébreu Adam. Adam a une valeur numérique de 45. Aleph 1, Dalet 4, même 40. 45, c'est deux lettres, même. 40, He, 5. Ça fait le mot ma. Ma, traduction quoi ?
le propre de l'humain. J'ai envie presque de dire que la dimension, c'est un élément presque consubstantiel à l'être, pour parler de manière un peu pédante. Cette capacité de s'interroger, d'interroger le monde, de s'interroger, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais pourquoi je gère de cette manière? Mais pourquoi ici je n'arrive pas? C'est passionnant de s'interroger. Mais la seconde dimension de l'humain, c'est quoi? C'est la capacité de créer une version améliorée de soi-même. Le monde animal ne s'interroge jamais ni sur ses colères, ni sur ses rancœurs, ni sur ses rigidités, ni sur ses pulsions. Il les vit, point barre. Dès lors où je me trouve dans un monde dans lequel je dis « c'est comme ça, c'est ma nature », ça veut dire que j'ai décidé de me désinscrire de ma dimension humaine et de me retrouver dans la dimension, au sens peut-être pas trop péjoratif, sinon ça serait dramatique, du terme animal. Moi je suis comme ça, c'est ma nature. Ça c'est ce que le lion dit, c'est ce que le loup dit, c'est ce que le monde animal dit. Mais l'humain, oui, en effet, j'arrive avec cette nature. Mais je peux la transformer, j'en ai les capacités. Je peux grandir. Et regardez, on est dans un monde dans lequel on nous propose d'être sans arrêt dans l'acceptation de nous-mêmes, mais d'une acceptation qui est les prémices à une forme de renonciation. Or, l'acceptation, c'est quoi? C'est le point d'entrée pour découvrir une dimension de nous qui ne doit pas nous faire peur. J'accepte, oui, j'accepte. J'accepte que je suis d'un naturel coléreux. J'accepte qu'en effet, mes pulsions parfois veulent prendre le contrôle sur ma vie. J'accepte d'être un petit peu rigide. J'accepte de ne pas savoir pardonner. J'accepte qu'à un moment, certaines situations font remonter en moi des choses de mon passé qui font que je n'y arrive pas. Je l'accepte. C'est ma réalité humaine. Mazal Tov, bienvenue au club des gens normaux. Mazal Tov, bienvenue, je suis un être humain. Je l'accepte dans le sens où je ne crée pas un regard coupable sur moi-même. C'est ma réalité. La question est de savoir qu'est-ce que j'en fais. La question, elle est de savoir est-ce que c'est le prémisse à quelque chose. De la même manière qu'on va devoir faire ça au niveau des enfants, il va falloir accepter qu'il y ait des enfants qui ont tel et tel et tel modèle de fonctionnement. Et à partir de là, une fois qu'on l'a accepté, comment on va leur donner les outils pour pouvoir se développer. Ça, c'est Konegdo. Dans la confrontation, je vais découvrir en effet les éléments dysfonctionnels qui font partie de moi-même sans aucune difficulté, parce que c'est là où se situe mon humanité. C'est là où se situe mon humanité, à l'intérieur justement de ces parties grises, de ces failles, de ces dysfonctionnements qui sont l'expression d'un être humain normal, mais qui sait que l'enjeu de sa vie, c'est de faire un travail sur cela. Ezer Konegdo. Ça, c'est déjà les premiers mots. Ezer Konegdo. Vous voyez que, juste en s'arrêtant, et nous ne sommes pas ici dans une monolecture, il y en a d'autres. Seulement, évidemment, ce soir, je veux ouvrir sur certains points, mais on pourrait en ouvrir dans d'autres directions. On va donc déjà poser ça comme étant le cadre du couple. De tout couple normal. De tout couple normal. Moi, je le vois parfois, je parle dans le domaine de l'éducation, quand des parents viennent et nous racontent, par exemple, les enfants à l'adolescence. Généralement, je leur dis « Bienvenue au club ». Elle me dit « Quoi, vous aussi ?» Je dis « J'espère bien ». Parce que les gens sont dans une forme d'imaginaire que non, que... En vérité, il n'y a que chez eux, c'est pas vrai. Évidemment que non. Alors maintenant, on va rentrer, si vous le voulez bien, dans des choses, j'ai pas envie de dire plus concrètes, parce que je pense qu'on était dans quelque chose qui était du domaine du concret, mais on va rentrer un petit peu plus dans la réalité du quotidien de ce qu'est une famille. Et on va essayer de naviguer pendant la petite demi-heure qui nous reste entre l'univers du couple et l'univers de l'éducation. Donc le couple se façonne. Le couple se façonne avec une difficulté, évidemment, c'est que on se marie de manière générale avec quelqu'un du sexe opposé. Il vaut mieux le préciser aujourd'hui. Et évidemment, on va se confronter à l'enjeu de l'altérité. C'est quoi l'altérité? C'est se tourner vers quelqu'un qui est radicalement autre que moi-même. Or, il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme. Il n'y a rien de plus étrange pour une femme qu'un homme.
il y a une dimension qui restera du domaine de l'incompréhensible chez l'autre, et tout mon travail va être de savoir comment je l'accepte et je l'intègre pour pouvoir créer une histoire. Et c'est un verset. Le verset nous dit « V'yada'ata ki shalom alecha » traduction, « Et tu sauras ki shalom alecha » et je joue un peu avec les mots, car la paix sera dans ta tente, c'est-à-dire dans ton couple. Intéressant de voir que la notion de paix et d'harmonie, eh bien, est mise à côté du terme de da'at, v'yadata et tu sauras. Comme si au fond on était en train de nous dire, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de savoir. Parce que tu ne pourras jamais comprendre en tant qu'homme cette situation qui n'a peut-être jamais existé chez vous, dans laquelle tu rentres à la maison et on a livré le tableau qu'on avait commandé, d'avoir madame qui te dit « Chérie, on a reçu le tableau », tu dis « Ah, c'est génial ». Bon, c'est bien parce que tu as envoyé un accusé de réception, c'est top. Parce que souvent c'est « Oui ». Tu peux dire quelque chose de plus, hein. D'accord. Et d'une interrogation, d'après toi, on le met où? Moi, en tant qu'homme, je prends un air très inspiré. Je regarde mon salon de 240 mètres carrés. Dites Amen. J'aimerais l'avoir, ce salon. Vous imaginez le nombre de personnes que vous pouvez venir Shabbat à la maison? Bon, c'est vrai qu'il faudra le personnel de maison avec, ça, par contre, j'y ai pas pensé encore. Mais je regarde et je dis, je pense qu'il serait pas mal là. De manière générale, je risque d'entendre, tu penses pas qu'il serait mieux là? Et à ce moment-là, je lui dis, pas. Je lui dis, pas. Mais si tu sais, pourquoi tu me demandes? Parce que je sais que le féminin a besoin de me sentir associé à sa réflexion par rapport à quelque chose qui la concerne. Je le sais, je ne comprends pas. Je le sais. Et le féminin peut être bac plus 12, diriger une entreprise. Il y a une réalité structurelle du féminin, évidemment. Je suis un petit peu ici gros sabot. Mais cette réalité-là de l'autre, je me dois de l'accepter et de la connaître sans chercher à l'inscrire dans une logique qui me dépassera. Quand mon conjoint le matin arrive avec une autre tenue que la veille, pas la nouvelle tenue, je sais que si c'est du masculin vers le féminin, eh bien, l'autre a besoin d'entendre que j'ai vu, parce que je vois. Mais chez nous, les hommes, le chemin le plus long dans le corps, c'est celui qui existe entre le cerveau et la bouche. Mais j'ai vu, voire même j'ai dit dans ma tête, waouh, c'est sympa. J'ai besoin à un moment de verbaliser. Par contre, si j'arrive demain, je mets une autre cravate, que mon épouse ne me dit rien, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir, je le sais. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire dans les réalités structurelles du féminin et du masculin. Quand je rentre à la maison et que j'ai ramené toutes les courses traduction, je me suis rappelé que sur la liste, il y avait un recto et un verso. Ce qui est pour un homme parfois pas simple. J'ai besoin d'entendre de mon épouse « Ouah, c'est génial ». Pourquoi? Parce qu'ayant fait quelque chose que je considère comme étant inhabituel, ce qui est au passage encore un autre problème, j'ai besoin de me sentir valorisé à travers ce qui me semble être un exploit, mais qui pour l'autre est du domaine de l'évidence. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, j'ai besoin de me sentir valorisé à l'intérieur de quelque chose qui pour moi est extraordinaire, au sens premier du terme, extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Pourtant, c'est normal. J'aime bien prendre ces exemples qui sont un peu gros sabots, parce que vous saurez après les retraduire dans votre réalité. Évidemment, on n'est pas ici dans un livre de recettes, et je l'ai dit au début. Car ces exemples-là ne sont là que pour nous révéler qu'il y a des réalités structurelles différentes chez le masculin et le féminin, avec par la suite sa singularité. Et sa singularité, c'est son histoire, et la capacité de s'interroger qui est au cœur de la construction. Quand je rentre à la maison, et que je dis quelques mots à l'autre, et que ces quelques mots génèrent une réaction qui est sans aucune commune mesure avec ce que j'ai exprimé, j'ai deux options. Soit l'autre est bête et dingue,
Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais rappelle-toi qu'il y a un grand principe. Tu es marié avec, donc qui se ressemble, s'assemble. Il n'y a pas de problème. T'es complètement fou, mais t'es dingue. Bon, je te rappelle qu'on est mariés. Donc a priori, les dingues rencontrent les dingues. Première option. Option 2. Regardez, si je vais venir, je ne le ferai pas, ce monsieur ici, et que je lui dis, ça me fait plaisir de vous voir, je lui donne une tape sur l'épaule, et qu'il hurle. 2 options. Soit il a un problème. Seconde option, c'est que sous le t-shirt, il y a une blessure mal cicatrisée. Et que le geste que je viens de faire vient de révéler une douleur. Mais parfois, ces douleurs, elles passent à travers des postures et des mots. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est d'inscrire à l'intérieur du système du couple une réflexion. Qu'est-ce qui fait que l'autre surréagit? Vous le verrez au niveau des enfants. Un enfant surréagit. Mais arrête, mais pourquoi? Mais vous ne savez pas sur quoi vous êtes en train d'appuyer. Quand l'autre, justement, a un modèle de fonctionnement qui nous semble surprenant, les premiers mots qu'on devrait être capable de lui dire, c'est « J'ai l'impression que je viens de te faire très mal, j'en suis désolé ». C'est ce qu'on appelle prendre le temps de réfléchir. Si, à travers ces mots, tu as réagi de cette manière, c'est que sans doute ça a fait écho à quelque chose. Et parfois pour une raison très simple, c'est qu'on a les mêmes mots mais on n'a pas les mêmes dictionnaires. Quand un homme va dire à sa femme ou une femme dira à son mari, c'est la même chose. C'est bon, ça va, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. En traduction, la chose n'est pas importante, mais l'autre entend peut-être tu n'es pas important. Et si l'autre, en effet, a eu cette problématique de savoir quelle était sa place à l'intérieur de son système familial, les mots que je prononce, que ce conjoint entend comme étant « tu n'es pas important » font revivre une blessure ancienne. Et avec cette angoisse, donc même pour mon conjoint, je ne suis pas important, alors j'existe où? Alors que nous, on est là, on a dit « c'est pas important », je dis « ah là là !» On dit « oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est encore pire. Est-ce qu'on est capable d'accueillir? Est-ce qu'on est capable d'être en option haute? Parce que chacun vient d'une histoire. Et on le verra au niveau de l'éducation. Parce que malheureusement, une des erreurs que l'on fait tous, parce que je vous rassure tout de suite, dans le couple comme dans la famille, on rate, et puis après, on rate moins. On le soit bien clairement en tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on se pose et on s'interroge. Une phrase toute bête. J'ai l'impression, de par la réaction que tu as, que je viens de te faire très mal, j'en suis désolé. Traduction. Derrière ce qui semble t'avoir bouleversé, il n'y a pas de volonté et d'intention de ma part. Seulement, peut-être une méconnaissance de toi, et c'est peut-être maintenant le moment d'approfondir cette connaissance. Et pour cela, je reviens de nouveau au texte de la Torah. Pour réussir une vie de famille, et plus encore une vie de couple, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais une des choses, c'est peut-être d'accomplir une mitzvah au quotidien. Et cette mitzvah en hébreu, c'est la suivante, ce qui veut dire « fais des remontrances à l'autre ». Alors certains, brusquement, découvrent qu'ils sont ultra-orthodoxes, qu'ils font des mitzvot du matin jusqu'au soir. Ben oui, c'est marqué dans le texte. Fais des remontrances, qu'on soit bien clair. J'ai pas dit reproche. Remontrance, remontrer. Les mots sont importants, vous savez. Alors, très bien. Moi, on me dit, tu sais, il faut faire cette mitzvah. Je dis, pas de problème, je connais. Non, mon frère. De la même manière que si on t'a pas expliqué c'est quoi les téphilines, il faut que tu ouvres le livre pour savoir ce que c'est. De la même manière, pour cette mitzvah, tu vas ouvrir le livre. Et donc, j'ouvre quoi, le livre? Et le livre que j'ouvre, c'est Maïmonide, le Rambam, Code de loi, fondateur, le Mishneh Torah. Et le Maïmonide nous dit que quand quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas le droit de te taire et de lui en vouloir à l'intérieur. Bien sûr, si tu arrives à ôter de toi toute forme de ressentiment, c'est génial. Mais si tu ressens quelque chose de négatif, tu n'as pas le droit de te taire. Et la mitzvah l'ochiro, tu as l'obligation de lui faire une remontrance. Super. Mais le Rambam, il continue.
Il dit, velo marlo, et de lui dire, la masitali d'avarze, la machatatali bidvar ploni. Pourquoi tu m'as fait cette chose? Pourquoi tu as fauté vis-à-vis de moi en faisant cela? Phrase si complexe. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fauté vis-à-vis de moi en faisant ça? On revient à ce qu'on voyait tout à l'heure. L'autre a fait quelque chose qui me touche. Deux options. Première option, l'autre le sait et l'autre le fait volontairement. C'est-à-dire que l'autre a une action volontaire pour me toucher parce qu'il sait que ça me touche. Option 2, l'autre ne sait pas ô combien ce qu'il fait peut à un moment me toucher, me bouleverser. Essayez d'imaginer la sortie quand vous allez vous retrouver à l'extérieur. Imaginez une table ici dans laquelle vous avez discuté entre couples très sympathiquement et puis à un moment, vous avez abordé un sujet dans lequel une épouse aurait dit à propos de son mari « Ah lui là-dedans il n'est vraiment pas doué ». Et voilà, sur ce que vous voulez, la cuisine, le bricolage. Mais au passage, dans la suite de la conversation, elle a fait plein de compliments sur des capacités, comment il a géré les enfants quand il est parti au dernier congrès dentaire, etc. Super. Toute ressemblance avec des situations existantes, d'accord. Donc, on est d'accord? On sort. Donc à un moment, on a dit, ah non, il vaut mieux, là, si c'est pour réparer la prise, il ne vaut mieux pas lui demander parce que lui... Et puis 10 minutes après, des compliments dithyrambiques sur ses capacités bien réelles de gérer plein de choses. Ils sortent. Avec, alors bien sûr, pendant le repas, normal. Et puis on sort, et puis on rentre dans la voiture, clac, silence. Et madame de dire, ah c'était bien, hein? Ouais. Tout va bien? Ouais. Bon. Ok. Nous sommes dans un couple, donc, normal. Et là, à un moment, il accepte de dire, génial. Il ne va pas la faire patienter pendant 3 semaines pour lui dire. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi tu as dit que je ne savais pas bricoler? Elle le regarde, elle lui dit, mais ouais, ben alors. Et en plus, c'est tous les compliments que je t'ai fait. Pourquoi tu as dit que je ne savais pas bricoler? Elle-même fait partie de l'univers des personnes qui s'y attablent avec toutes les copines. On a dit, elle, vaut mieux pas lui demander de préparer le couscous boulette. Parce qu'elle va faire authentique, comme ma mère a fait la première fois un couscous, c'est-à-dire elle a mis de l'eau dans la casserole, on est ashkénaze, et après elle a mis le couscous et elle a mélangé comme si c'était une polenta, d'accord? Bon, donc ça donnait une bouillie sympathique, on a mis du sucre, c'était parfait, c'était comme, d'accord. Mais elle, si on lui dit ça et qu'à côté on dit, mais par contre elle fait des gâteaux de folie, ça la dérange pas. Pourquoi? Parce que dans sa structure à elle, le fait que les autres sachent qu'elle ne sache pas faire quelque chose, ça ne la dérange pas. Donc s'il lui dit, pourquoi t'as dit? Elle voit pas où est le problème. Parce qu'elle-même, ça ne l'aurait pas dérangé par rapport à elle-même. Et là, elle doit lui dire la seconde phrase. Il doit lui dire. Pourquoi tu as dit à tout le monde que je ne sais pas? Tu sais, ça me touche. C'est quelque chose qui me fait du mal. Et là, il vient de lui faire un cadeau. Il vient de lui donner quelque chose qu'elle ignorait. Elle vient de lui offrir la connaissance d'une sensibilité qu'elle ignorait. Ce qui, au passage, lui donne à elle la liberté de lui dire « je suis désolé, je ne le savais pas ». C'est la méconnaissance que j'ai de ton modèle de fonctionnement qui m'a amené à dysfonctionner. Notre problème à nous, c'est d'être capable de prendre le temps et de nous le dire. C'est-à-dire, je ne te soupçonne d'aucune manière d'avoir volontairement, quand quelqu'un me dit « je suis désolé, je n'ai pas fait exprès », vous savez ce que je dis? Ben, ça me rassure. J'ai pas réalisé. Ouf! Parce que si tu réalisais que tu le fais, là par contre je suis embêté. Bon, par contre, tu as le droit d'être vigilant. Ça, c'est un deuxième problème. Est-ce qu'on est prêt dans notre tête à accepter le fait que ce qui pour nous est du domaine de l'évidence ne l'est pas pour l'autre? Comment veux-tu qu'il sache? D'abord, tu es une femme, je suis un homme. Tu as ton histoire, j'ai mon histoire. Moi, j'ai grandi dans une famille ashkénaze avec des sœurs qui nous ont expliqué très tôt que les filles et les garçons, même si on est différents, mais au niveau des tâches de la maison, c'est la même chose. Je suis pour la première fois à Casa. Vous voyez où c'est? Vous avez tout compris. Pour une conférence, Blainara, c'est là où j'ai découvert que boire un whisky, c'est ça, d'accord? Et après, ça marche droit, enfin pas pour moi, c'était sûr. Il y a un moment, par un réflexe un peu bête, j'ai fini mon plat
et je soulève mon assiette, je la mets sur l'assiette du voisin qui est vide aussi puisque quelqu'un va débarrasser. Et j'entends une voix qui me dit « Eh oh, tu vas leur donner des mauvaises habitudes. » Authentique, hein. C'est un problème d'éducation. Ce n'est qu'un problème d'éducation. Parce que celui qui n'a jamais vécu ça, ben, il ne comprend même pas de quoi on lui parle. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours expliqué à nos filles que même si j'adore faire la vaisselle vendredi soir, non pas parce que je suis un gars bien, mais parce que c'est un moment dans lequel, d'abord on te regarde, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. En plus, quand tu as les mains dedans, tu peux réfléchir. C'est un moment pour moi, mais c'est ultra personnel. Parce que j'ai grandi comme ça et que ça ne veut rien dire. J'aurais dit, vous pourrez avoir un mari exceptionnel qui ne fera jamais la vaisselle peut-être. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne sera pas exceptionnel. Il peut la faire, ça peut aider de temps à autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des réalités structurelles. C'est-à-dire des choses qui pour moi sont évidentes. J'en dis, ah, vous êtes génial. Non, j'ai grandi là-dedans. Il y a plein de trucs que je sais très mal faire. Et l'autre a grandi ailleurs. Et c'est beaucoup plus lié à une éducation qu'à l'expression de quelque chose de négatif. À un moment, il va falloir se parler, se dire les choses. Tu sais, quand tu fais ça, pour moi, c'est difficile. Je sais très bien que dans ta tête, tu penses que non, mais sache que pour moi, c'est difficile. Je te demande, à travers l'effort que tu vas faire, de tenir compte de temps à autre, au début, un petit peu quand même, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain, de me donner une réponse à la question à laquelle, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, je me poserai toute ma vie dans la structure familiale. Quelle est ma place ? Quelle est ma valeur ? Quelle est mon importance ? Et tu vas me la révéler à travers l'effort que tu feras par rapport à des choses qui, pour moi, sont importantes. Révèle-moi mon importance à travers l'effort que tu vas faire. Ce que vous allez faire avec tous vos enfants. Révélez-leur leur effort à travers la capacité de prendre ce truc-là que j'appelle le tueur de couple et de famille, de le fermer et de dire « je suis à ton écoute ». C'est pas simple. Et quand on arrive à le faire, alors on a besoin de quelque chose. On a besoin de ce que vous allez sûrement pas faire au moment où je vais faire quelque chose. Vous me voyez ? Voilà ce que j'ai fait. Et malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Alors qu'on l'a fait un jour pour moi. J'avais fait les mêmes choses. Et j'avais des adultes qui m'ont dit « Bravo Elie ». J'avais 17 mois ou 16 mois ou 15, je faisais mes premiers pas. Et ces bravos m'ont encouragé dans quelque chose qui pour moi était compliqué. Lorsque ton conjoint a réussi à te faire un compliment, lorsqu'il a réussi à un moment à mettre de côté son doudou, lorsqu'à un moment il a réussi à faire quelque chose qui pour lui est compliqué, tu as deux options. Celle que je n'ai pas eue avec mes parents qui ne m'ont pas dit « Ah ben depuis le temps qu'on attendait ça », qui m'ont dit « Waouh !» parce que pour moi c'était compliqué. Parce qu'on a besoin de sentir que l'autre non seulement nous admire, mais nous valorise à travers quelque chose qui pour nous est difficile. Même si pour lui c'est d'une facilité exceptionnelle. Et ça on l'oublie malheureusement trop souvent. Cette notion que l'on appelle la hakarat hatov, la reconnaissance, mais qui n'est pas là juste. Quand l'autre a fait quelque chose de positif et d'extraordinaire, reconnaître en deux mots, reconnaître. Je connais à nouveau, je te fais prendre conscience que j'ai vu chez toi une action qui pour toi est difficile, qui pour moi est facile et dont j'ai besoin dans la relation. Et à travers cela, non seulement tu me rassures sur mon importance en faisant cet effort, mais je suis en train de te dire la chose suivante, dans cette reconnaissance-là, tu as fait un effort, je sais que pour toi c'est difficile, et à partir de cela, eh bien, je n'ai qu'une envie, c'est d'être dans la continuité de cet effort. On n'a fait que ouvrir quelques pistes. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'autres choses à aborder lorsque l'on parle du couple et de la famille. Évidemment, beaucoup d'autres que je n'ai pas abordés. Un sujet qui est fondamental, c'est tout ce qui se joue dans le domaine de l'intime.
Un autre sujet dans l'univers de la parole, l'importance de la parole, le poids du mot, la dimension destructrice qu'il peut avoir, malheureusement les mauvaises habitudes que l'on a pu prendre. Il y a encore beaucoup d'autres éléments. J'ai juste voulu ouvrir avec vous quelques points de réflexion. Mais comme je vous l'ai dit au début, dans cette introduction, qui peut-être était un petit peu plus longue que d'habitude, c'est autour de l'enseignement de la Torah que l'on va découvrir ce savoir et cette connaissance. Alors évidemment, un juif qui a inscrit les valeurs du judaïsme à l'intérieur de sa vie au quotidien, tout en étant présent dans l'univers, travaillant, faisant du sport, eh bien, va avoir ce point de référence qui va être clair par rapport à lui. Va se rappeler de la dimension fondamentale de la reconnaissance, de la nécessité qu'il a de prendre le risque d'exprimer à l'autre sa sensibilité, de ne pas attendre, comme on nous l'a appris dans les films, que l'autre découvre tout de lui-même. Ce fantasme qu'a souvent plus le féminin, qu'un mari, c'est censé être un prophète, mettons-le de côté. Dans le film, il a tout compris, mais généralement les acteurs dans leur vie privée, c'est pas la même chose. Dans le scénario du film, on lui a expliqué qu'il devait tout comprendre. Regardez, il y a 3 possibilités. Vous exprimez, l'autre est à l'écoute et tient compte. Seconde option, vous n'avez plus besoin d'exprimer. Vous faites, en football on appelle ça un coup franc indirect, on peut appeler ça une forme d'allusion, l'autre comprend tout seul. 3e niveau, l'autre sait. Tu n'as même pas besoin de lui faire une allusion, il sait comment tu fonctionnes, il sait tout de suite comment agir. On rêve sur le numéro 3. Mais si le numéro 1 il existe, c'est quand même pas mal. J'exprime, l'autre est à l'écoute et répond présent. C'est exceptionnel. Mais on nous a appris que ça ne vaut rien. Que les choses ne valent que si l'autre de lui-même spontanément. Mais il y a des choses que spontanément tu ne peux pas savoir. Tu n'as jamais vu ton père accueillir ta mère ou ta mère accueillir ton père dans l'expression de l'affection. Peut-être qu'ils étaient ashkénazes comme moi. Vous savez comment ça se passe dans le mariage ashkénaze? Le jour de la choupa, après la choupa, le mari regarde sa femme, yeux dans les yeux. Il dit, écoute chérie, je t'aime. Et tant que je ne te dirai pas le contraire, c'est que je pense la même chose. D'accord? Il y a des univers dans lesquels, malheureusement, les enfants n'ont pas vu l'expression de l'amour. Pourquoi? Pour de multiples raisons. C'est pas qu'il n'y ait pas d'amour. Mais si on l'exprime réellement, alors peut-être qu'est-ce qu'on fera le jour où les nazis reviennent? C'est pas simple. Hein. Et toi, tu as grandi dans un monde dans lequel le geste était là. Si justement on l'accepte, on verbalise, et on comprend que pour l'autre ça va être difficile, que l'autre va être dans cette nécessité de se dépasser, voire même, pour lui c'est une forme de trahison. Je ne reproduis pas le modèle familial, serait-ce à dire que celui-ci n'était pas le bon? Ce qui n'est pas impossible. Et on le voit dans le domaine de l'éducation. C'est un travail qui n'est pas simple, mais qui est génial, parce que c'est comme ça qu'on construit une histoire. Alors bien sûr, avant de conclure, la sortie peut s'organiser autour de dialogues du type « J'ai bien fait de te faire venir ce soir » ou alors c'est marrant parce que quand moi je le dis, mais alors par contre quand c'est quelqu'un d'autre, c'est curieux. Tout le monde rit, mon épouse rit de la même manière, donc on est tous dans la même histoire. On est d'accord? Tous. Quand c'est le tiers qui parle, on l'entend toujours mieux. Et on est dans ce rêve que l'autre entende ce qu'on arrive pas toujours à lui faire entendre parce que ça prend du temps. C'est un préambule, c'est une ouverture. Ce n'est pas véritablement un livre de recettes, c'est un lieu de réflexion. Et je crois que, au fond, toute l'histoire d'une famille, c'est ce mouvement, c'est ce désir commun. C'est ces moments de dispute dans lesquels on regarde l'autre et on lui dit « mais de toute façon, on restera ensemble ». Ça ne se négocie même pas. Mais comme on va de toute façon rester ensemble, alors donnons-nous les moyens de faire en telle sorte que notre quotidien,
qui semble être pour l'instant à l'imparfait puisse se conjuguer au plus que parfait. On va se donner les moyens. Mais c'est vrai que ce choix, c'est clair, dans lequel de toute façon on reste ensemble. La question ne se pose pas. Maintenant, si on est ensemble, alors comment faire pour que ça se passe le mieux possible? Pas dans le système de Prumsdust, tu commences et puis après ça sera moi. Ou tu as commencé, c'est de ta faute. Pardonnez-moi, ça c'est se promener dans le bac à sable. Il faut sortir du bac à sable, à un moment. Mais souvent on le fait, parce qu'on n'a pas appris. Celui qui le fait n'est pas quelqu'un ni de bête, ni de fermé. C'est que tout simplement, il y a des choses que l'on ne connaît pas encore. C'est tout. La Torah n'est pas une panacée universelle. La religion ne transforme l'être que dans la mesure où il est prêt à se laisser bouleverser par le message qu'elle véhicule. Et c'est sur ça que je conclus. Ce soir, ce que je voulais faire avec vous, c'est ouvrir quelques textes, les retraduire et, au fond, inscrire peut-être un petit peu plus ces dimensions à l'intérieur de notre vie. Seulement, il y a une condition. C'est ce que j'ai appris d'un de mes maîtres, c'est que quand vous ouvrez un livre, c'est comme une rencontre. Ça n'a de sens que dans la mesure où on est prêt à se laisser bouleverser. C'est-à-dire que dans la mesure où nous acceptons que nous sommes des êtres en devenir, que quelque part, on est en mouvement et que la Torah est là pour nous accompagner dans ce mouvement, dont la finalité, c'est de créer une harmonie intérieure pour faire régner l'harmonie dans les univers dans lesquels on vit. Je vous remercie pour votre écoute.